Donc, monsieur Pascal, scientiste, expert de la gestion de l'intelligence artificielle, va remettre cette conférence-là. En même temps qu'il soit prêt. Bon. Merci de la parole. Merci. Donc, bonsoir à tous, c'est Olivier, très cher maître. C'est pour moi un privilège de présenter ce thème aujourd'hui dans ce conflit. Précisément, il s'agit de la traduction automatique de la parole. Et on va s'attarder sur les langues africaines, c'est-à-dire passer en revue l'état des langues, qu'est-ce qui se fait aujourd'hui en termes de traduction automatique de la parole, et voir les perspectives à venir. Alors, ce matin, il y avait une question qui demandait est-ce que l'audio est traité? Voilà, donc, typiquement, c'est de l'audio que je vais parler, c'est-à-dire la parole qui doit être traduite, doit être comprise par l'ordinateur, par exemple. D'accord, donc avant d'entrer dans le vif du sujet, je suis Boubouam Ossia, Boubouam Ossia, Data Scientist, NLP Researcher à Data 354. S'il vous plaît, Data 354, c'est un cabinet de conseil et nous appuyons les entreprises dans tout ce qui concerne la data, c'est-à-dire les architectures big data, tout ce qui est data engineering, data science et naturellement l'intelligence artificielle. Alors, ma présentation se fera suivant ce plan. Avant d'avoir présenté le contexte, je vais parler de passer en revue les différentes phases de la mise en production des systèmes de traduction automatique de la parole, c'est-à-dire l'état des langues, chaque phase de la collecte, la préparation de ces données, la validation, l'évaluation des modèles les plus finis, cette conférence. Alors, pour introduire le sujet, selon Ethnologue, aujourd'hui, à ce jour, on a 30% des langues dans le monde sont des langues africaines, c'est-à-dire 2000 langues sur 3007 existantes. Et force est de constater que seulement 16 de ces langues bénéficient du système de traduction automatique. Moi-même, pour la parole, quand c'est le Swahili, l'Afrique et le Swahili, c'est ces langues qui bénéficient de cette traduction automatique de la parole. D'autre part, selon les chiffres de la Banque mondiale, aujourd'hui, on a 30% d'illettrés encore dans l'Afrique. C'est-à-dire les personnes n'ayant la capacité ni de lire ni d'écrire. Donc, pour ces personnes, comment utiliser la technologie aujourd'hui? Ça va être difficile puisque non seulement ils ne savent pas lire, mais ils ne savent pas écrire. Et dans un tel contexte, quel serait le bénéfice d'avoir les systèmes de traduction automatique de la parole? C'est-à-dire, non seulement pour les populations, les États et autres, mais d'autre part aussi pour les entreprises elles-mêmes. Donc, pour revenir sur les enjeux de tel système, au niveau des sociétés, c'est-à-dire les États, les populations, cela permettra de plus croissance économique, donc l'accès à l'information à toute la population, par exemple. C'est-à-dire même derrière le défaut de savoir lire ou écrire. D'autre part, la préservation culturelle, la préservation de nos langues, aussi, sans oublier de briser, ça permettra de briser les barrières linguistiques. Aujourd'hui, si un humanitaire arrive sur le pays, il devrait avoir du mal à interagir avec les populations. Aujourd'hui, se déplacer avec les interprètes, ça engage beaucoup de temps. Au niveau des industries, mélanger la clientèle. Non seulement ça, mais le service client, améliorer le service client. Lorsque Mme Ahmed présentait tout à l'heure, le cas de la CIE, vous devez adresser une clientèle qui très souvent ne comprend même pas le français, encore même le sait écrit du français ou lire. Donc, ces systèmes de traduction automatique de la parole permettent de pouvoir interagir avec ces populations sans avoir à peut-être apprendre l'alphabet à ces personnes. Alors, aussi la notoriété de la marque, parce que c'est vraiment ouf de voir une entreprise qui a même d'adresser ses services aux personnes qui ne savent pas écrire. Une fois ce contexte présenté, on se demande quel est l'état de l'art de traduction automatique de la parole en langue africaine et quelles sont les perspectives. Depuis ce matin, plusieurs conférences ont été faites sur qu'est-ce que l'IA, quelles sont les applications et tout.
Mais une bonne question de se demander, mais qu'est-ce qu'elle en est pour nous, États africains, pour nous, pays africains? Et aujourd'hui, je vais passer en revue ces détails. Donc, dès avant de commencer à parler de l'état de l'art, qu'est-ce que la tradition automatique de la parole? C'est, si vous voulez, on a du son, de l'audio dans une langue donnée, par exemple le baoulé, et ce qu'on veut, c'est du texte en français. Donc, ça, c'est la tradition automatique de la parole. Déjà, vous pouvez vous faire une idée des applications qui existent, comme le sous-titrage de vidéos sur YouTube, par exemple. La communication est même agile. Aujourd'hui, je parle là de l'assistant vocaux, de chatbot qui permettent aux gens d'interagir avec les outils numériques. Alors, quelles sont les différentes étapes de la mise en place d'un système de traduction automatique de la parole? D'abord, vous avez une phase de collecte de données, parce que, comme le conseil l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, l'intelligence artificielle est drivée par la donnée. C'est l'histoire data, avec les approches qu'on a aujourd'hui, on ne peut pas faire de l'intelligence artificielle. Donc, d'abord, la collecte des données. Qu'est-ce qu'il y a de... Après avoir collecté ces données, il faut les préparer, c'est-à-dire les rendre exploitables par nos algorithmes. Après quoi, on va parler de modélisation et ensuite d'évaluation des modèles. C'est-à-dire à quel moment on s'est dit que notre modèle est bon pour être mis en production, pour être utilisé dans un système industriel. Alors, revenons sur la phase de collecte des données. Donc ici, je vais passer en revue qu'est-ce que je fais au niveau des langues occidentales, c'est-à-dire l'anglais, le français. Ils sont très numérisés. On parle de high risk language. Et aussi parler de toutes nos langues qui sont peu numérisées. En fait, c'est ça le vrai problème. On parle de low risk language. Donc, une base de données en traitement automatique des langues se constitue comme suit. C'est-à-dire, on a l'audio, on a la transcription, c'est-à-dire l'audio en baoulé, la transcription en baoulé et la traduction en français, par exemple. Oui. Et d'autres bases de données sont audio, transcription, et à côté, on a la transcription, traduction. C'est deux manières d'avoir les données. Soit tu as les trois entités dans un seul jeu de données, ou soit tu les as séparées deux à deux pour pouvoir entraîner un système de reconnaissance automatique de la parole. Donc, ce qu'il faut retenir au niveau de la collecte de données, c'est qu'au niveau des langues occidentales, on a beaucoup de données. Qui parle de deep learning, qui parle de systèmes de reconnaissance automatique de la parole et autres, ça demande vraiment beaucoup de données. Et cependant, pour nos langues africaines, on a très peu de données, c'est-à-dire des données numériques. C'est vrai qu'on en produit beaucoup, mais sous forme numérique, comme on a pour les langues occidentales, on n'en a pas beaucoup. Et pour citer quelques papiers qui ont donné d'avoir des bases de données assez conséquentes pour entraîner des systèmes de reconnaissance automatique de la parole, il y a Convos 2 qui était développé par Wong en 2020. Vous pouvez voir que c'est très récent. Et ça, c'est l'approche où tu as l'audio, la transcription et la traduction. C'est vraiment une approche très récente pour construire ce genre de type de base de données parce que ça demande beaucoup de ressources. Et ça, c'est en 2020. Et en 2021, la Salesti aussi qui a proposé, ils ont mis en place aussi une base de données à partir des TEDx qui sont organisés un peu partout dans le monde, en anglais, en espagnol et autres. En ce qui concerne la transcription, ce qui était fait avant, c'est qu'on a l'audio, la transcription sur ces bases, donc on a entraîné un système, ensuite sur la transcription et traduction, on a entraîné le système pour avoir un modèle de traduction automatique de la langue. Les corpus les plus répandus sont l'English Speech qui contient environ 1000 heures de speech, 1000 heures d'audio, ou encore l'UFT qui pour les tests. Pour nos langues africaines, c'est pénible de le voir, mais on a 7 heures, par exemple, pour le fond. Ça, c'est une base de données qui a été ouverte par l'AE, qui est béninoise. Le fond, c'est une langue béninoise. Par exemple, il y a le CQ aussi qui propose certaines données audio en langue africaine qui sont issues de la Bible en audio. Et concernant les corpus parallèles, il y a encore très peu aussi de données. Et ce qu'il faut retenir ici, c'est que pour les langues africaines, c'est rare de trouver des corpus où tu as et l'audio, et la transcription, et la traduction. Voilà, très souvent c'est audio-transcription, et après c'est une autre base de données qui parle avec la transcription-traduction. Donc, quelles sont les difficultés en ce qui concerne la collecte de données pour nos langues africaines? La difficulté majeure, c'est qu'il y a plus le traducteur professionnel, c'est-à-dire des personnes qui seront à même d'écouter l'audio en baoulé et de donner la transcription en baoulé. Ce n'est pas quelque chose qui est aisé à faire, il faut avoir un certain niveau d'expertise en tout ce qui est diacritique de langue, surtout pour nos langues africaines.
Aussi, il faut noter que les locuteurs sont plus diversifiés parce que tout à l'heure, maintenant, on parlait de biais dans les algorithmes. Est-ce que si les audios sont que d'audio de personnes de sexe masculin, est-ce qu'on va avoir un système pour reconnaître le sexe opposé? Donc, aussi la diversité en termes de catégorie d'âge. Un système qui a donné si les audios qui sont produits par des adultes, est-ce que ça, un enfant, lorsqu'un enfant va se prononcer avec un tel système-là, est-ce qu'il sera même détecté ce qu'il envoie dire? Donc, il y a tous ces problèmes qu'on a. On n'ignore pas qu'il y a certaines bases de données qui existent, mais qui sont toutefois privées. Donc, on n'a pas accès à ces bases de données. Donc, on pourra dire qu'on les utiliser pour pouvoir entraîner des systèmes de facilement. Donc, pour essayer cette difficulté, comment les résoudre? Alors, la première chose à faire pour construire une base audio, peut-être plus c'est de se baser sur les livres existants, les audios existants. Aujourd'hui, la Bible, que sur la Bible de courant et certains best-sellers existent même dans nos langues africaines. Donc, pourquoi ne pas les transcrire? C'est un peu moins coûteux que d'aller encore enregistrer plusieurs audios. D'autre part, c'est d'appliquer les techniques aujourd'hui qui est des sortes de data augmentation. On parle de NLP pour ceux qui sont un peu du domaine, pour avoir plus de corpus en termes d'audio et de transcription. Et traduire aussi les silences parlementaires, parce que non seulement ça sera bénéfique à la population, mais ce sont des données qui sont vraiment diversifiées. Parce que dans une salle parlementaire, il y a plusieurs types de personnes, plusieurs types d'accents, et donc ça permettra aussi de pouvoir avoir le bon volume de données. Alors, à part la part de collecte, pour la préparation des données, comme je l'ai dit, c'est seulement mettre les données sous forme exploitable par nos algorithmes d'intelligence artificielle. Donc, cette préparation-là se fait que l'audio, que pour la transcription et la traduction naturellement. Donc, ici encore, force est de constater que les traitements qui existent aujourd'hui, qui font état de l'art, sont très adaptés pour les langues occidentales. C'est-à-dire qu'il s'agit de l'anglais, du français, les traitements qui sont utilisés par les modèles aujourd'hui sont très adaptés à ces langues-là. Cependant, c'est des traitements basiques qui sont faits pour les langues africaines, puisqu'il n'y a pas de travaux réellement dessus. Et souvent, on fait du transfer learning, c'est-à-dire partir des travaux qui étaient imprimés sur des langues occidentales là, pour les appliquer sur les langues africaines. Donc, ça peut, en théorie, s'avérer efficace parce que ces algorithmes à la base ne sont pas pour les langues africaines. Donc, en termes d'état de là pour les langues occidentales, ou de préférence, vous avez Mansky et Hall qui ont proposé en 2020, c'est tout récemment là, Web 2. C'est-à-dire qu'ils ont donné une nouvelle approche de la version automatique qui est de représenter l'audio. Donc, pour extraire une nouvelle approche pour extraire les caractéristiques de l'audio sans passer par les techniques traditionnelles que je vais présenter tout à l'heure. Et pour ce qui concerne le case, c'est-à-dire la transcription et la traduction en anglais, par exemple, il y a des tokenisations qui existent aujourd'hui qui font état de la justice bête, qui est l'un des meilleurs, et PC aussi, beaucoup d'autres tokenisations. Alors, cette organisation applique des règles spécifiques à la langue, c'est-à-dire dire qu'une phrase commence par une majuscule, puisqu'un nom commence par une majuscule. Donc, toutes ces règles au niveau de la langue sont prises en compte dans ces systèmes, les apostrophes, les abréviations et autres. Mais pour nos langues africaines, qu'est-ce qui est fait? C'est qu'on prend ces outils de processing pour les appliquer sur nos langues. Or, on sait que les diacritiques, mais la phonétique au niveau de l'audio n'est pas la même que pour les langues occidentales. Donc, c'est un peu ça qui est fait, ou encore les traitements basiques, c'est-à-dire utiliser les techniques issues de l'analyse fréquentielle, belle fréquence et autres, ou des techniques très simples, c'est-à-dire faire un tournoi sur les données et puis entraîner le modèle avec. Donc, c'est vraiment des techniques basiques qui sont faites au niveau des langues africaines. Alors, qu'est-ce que la représentation de la tête de l'audio? J'ai parlé de ça qui est Web est introduit. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? Pour ceux qui connaissent les langues modèles, c'est-à-dire un algorithme qui est capable de comprendre la langue. C'est-à-dire, on prend un audio, on masque une partie de l'audio, c'est-à-dire on fait, et puis on demande à l'algorithme, trouve-moi, qu'est-ce qu'on a masqué. Donc, en utilisant ce processus pour entraîner les réseaux convolutifs, on arrive à avoir un système qui est capable de représenter assez bien l'audio qui est produit par une personne. Et cette technique marche très bien pour les langues occidentales. Mais par contre, comme je l'ai dit tout à l'heure, on l'utilise et on applique ça aux langues africaines, ce qui n'est pas vraiment très efficace. Et pour les langues africaines, c'est les spectrogrammes, comme je l'ai dit, c'est les techniques de l'analyse fréquentielle qui sont utilisées. C'est une partie du domaine, le son qui est du domaine temporel vers un domaine fréquentiel où on a les fréquences, l'amplitude de ces fréquences. Alors,
Quelles sont les difficultés pour avoir des modèles tels que Web2Web? C'est les données. Sans données, tu ne peux pas faire un portrait modèle. C'est-à-dire un language modèle qui va apprendre sur un gros corpus. Si vous avez plusieurs langues, même multilingual, sur un gros corpus et dire à la fin que je connais la représentation de l'audio, demande quel audio que tu veux. Je sais qu'est-ce que le caractérise. Et d'autre part, c'est la collaboration avec les linguistes, parce qu'il faut avoir des tokenizers de type bête. Ce n'est pas une histoire d'intelligence artificielle qui s'est fait de la data science. C'est un linguiste qui va venir dire la règle dans nos langues africaines, voici comment reconnaître un nom et tout ça. Donc, quelles sont les perspectives à ce niveau? C'est de favoriser la collaboration naturellement entre IA researchers et linguistes. Aussi, c'est de collecter de grands volumes de données, même mettre à la disposition des chercheurs de grands volumes de données pour pouvoir entraîner des tokenizers très adaptés pour nos langues africaines. Après avoir parcouru la phase de collecte, de préparation des données, on va passer à la phase de modélisation. Ici, entendez par là, quel est le modèle, quelle est l'architecture qui est bien définie pour être utilisée comme un système de traduction automatique de la parole. Et dans l'état de l'art aujourd'hui, il y a deux approches qui se chevauchent, c'est-à-dire l'approche cascade et l'approche end-to-end. On va revenir sur cette thème un peu plus bas. Alors, pour les langues occidentales, ce qu'il faut retenir, c'est que ce soit pour l'approche cascade ou end-to-end, il existe des modèles assez puissants et très élaborés qui permettent d'avoir de très bons résultats en termes de performance. C'est-à-dire, si on peut citer PET et GPT-2 ou Wudao. Wudao, c'est très récent, 2021, qui a été proposé par un géant chinois qui a entraîné sur des trillions, qui a des trillions de paramètres, qui a entraîné sur des milliers de données dans plusieurs langues. Voilà, donc après avoir entraîné sur des données sur plusieurs langues, on utilise ça maintenant pour fine-tuner une seule langue. Donc imaginez qu'il a des résultats assez performants dans cette langue-là et améliore les algorithmes d'évaluation automatique de la langue. Aussi, on a la lecture même tel que Web2Web dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire on a plusieurs audios dans plusieurs langues, on vient en très long coup de dessus. Donc il y a une représentation générale de la langue et après on le prend, on dit qu'on peut dire bon, maintenant on vient adresser un problème de traduction automatique de la parole dans une seule langue. Donc vous voyez que cette manière de faire va nous donner d'avoir un modèle assez performant pour avoir des résultats satisfaisants pour une mise en production. Donc, modèle cascade, on ne peut pas encore aujourd'hui dire un meilleur que l'autre. Mais une chose est sûre, c'est les modèles cascade qui sont le plus utilisés parce qu'il y a beaucoup de données pour pouvoir les entraîner. Par contre, les modèles j'ai présenté en 2020 que les données adaptées pour les entraîner sont par donc peut-être qui sert à l'avenir, on parlera plus de end-to-end que de modèles cascade. Pour les langues africaines, matin, il y a dans des conférences, ils ont dit qu'il y avait beaucoup de recherches. Lorsque tu tapes ton thème de recherche sur Internet, mais tapez langue africaine, LMP, vous verrez qu'il y a seulement 39 publications qui sont liées aux langues africaines. Donc, imaginez vous-même, la recherche est très peu active. Donc, comment construire de bons modèles pendant qu'il n'y a presque pas de recherche? Donc, en fait, cascade, comme je l'ai dit, c'est deux algorithmes. AS audio transition, MP transition traduction. On sépare de la phase de transition pour avoir un modèle solide. Bon, les architectures existent qui sont les plus utilisées. Alors, les difficultés, c'est à deux niveaux, non seulement au niveau des ressources humaines comme matérielles, c'est-à-dire que pour entraîner un GPT-2 plein bête, bon, il faut être tout bête et il faut être seul. Donc, imaginez la puissance de quoi qu'ils peuvent avoir. Donc, c'est vraiment beaucoup de données. Mais pour les perspectives, c'est d'encourager des communautés telles que Massakane, aujourd'hui, qui s'intéressent essentiellement au NLP en langue africaine et rien d'autre. Ou encore des entreprises comme privées, comme Google AI, Accra, qu'on espère qui va se lancer dans ce domaine aussi. Et nous aussi, nous apportons notre pied à l'édifice. La data 354, on travaille sur les problématiques de langue africaine. Alors, pour l'évaluation des modèles, retenons que dans l'état de l'art, la mesure la plus utilisée, c'est la bleue, bilingual évaluation et ça, pour résumer, ça permet de voir est-ce que la traduction d'un humain et celle d'une machine
point ici. Voilà. Et aujourd'hui, il n'y a pas de dataset de référence pour benchmarker les modèles sur les langues africaines. Donc, c'est-à-dire, quand tu as, par exemple, ImageNet qui existe où on peut benchmarker les modèles de reconnaissance d'objets dans une image, mais en ce qui concerne les langues africaines, il n'y a pas vraiment de dataset pour dire qu'à partir de ce score bleu, on peut mettre notre système en production. Mais du côté des langues occidentales, vous allez trouver Convos 2 qui est sorti tout élément ou l'English qui permet d'avoir ce genre de. Vous pouvez les benchmarker nos algorithmes. Alors, les difficultés liées à l'évaluation, comme je l'ai dit, c'est qu'il n'y a pas de data set de référence. Donc, aujourd'hui, quand tu peux mettre ton système en train de donner, tu dis, ah, c'est le meilleur système au monde. Mais moi, il fait mon autre système en train. Si moi, je vais donner les tests, il dit, c'est le meilleur système au monde. Comme on dit que l'un est meilleur que l'autre, mais l'architecture l'un est meilleur que l'architecture de l'autre. Donc, absence de collaboration pour avoir une évaluation humaine de ces données. Donc, comme perspective, ça sera, comme perspective d'évaluation, c'est de créer des dataset pour benchmarker ces données. Et aujourd'hui, avec la communauté Masakane qui travaille dans ce sens pour avoir un dataset assez volumineux pour pouvoir benchmarker les modèles. Alors, pour conclure cette présentation, il y a d'énormes enjeux en ce qui concerne la transition automatique de la parole, tant pour les entreprises que pour les gouvernements. Cependant, force est de constater que très peu de données sont disponibles pour pouvoir vraiment faire pousser la recherche et le champ reste vaste. Et le fait mot de cette présentation que j'aimerais que tout le monde retienne, c'est qu'on a besoin au niveau du continent africain, pour les langues africaines, de constituer des bases de données assez solides pour pouvoir demain avoir une série africaine, mais le faut que Google africain. Merci. Merci. Natural processes qui est maintenant à forte ajouter au niveau de l'intelligence artificielle. Nous sommes dans un pays où l'autonomie